Bon, alors, dans un instant, on va parler de la Chine. Belle transition, tiens. De la Chine qui avait décidé, vous le savez, de pratiquer la politique du zéro Covid en fermant tout, en bloquant tout, en confinant tout. Ça fait 3 ans et demi que ça dure. Et puis là, d'un seul coup, on réouvre tout pour le coup. À partir du 8 janvier d'ailleurs, il n'y aura plus de quarantaine imposée, plus rien demander. Les Chinois pourront sortir et tout le monde pourra venir tranquillement en Chine. Sauf que là, aujourd'hui, il y a un problème. C'est qu'il y a une recrudescence de Covid. Alors on nous dit que c'est un variant qui est, ma foi, assez peu dangereux, mais qui est quand même extrêmement on se contamine beaucoup, contagieux, voilà, c'est le terme, et les hôpitaux sont remplis, et on en reparle dans un instant. Quel impact sur l'économie? Parce qu'on parle quand même de pas moins de 180 nouveaux variants qui émanent de la Chine, qui est un très grand pays, vous le savez, évidemment, où le Covid circule dans des grandes villes. Voilà, il se fait plaisir pour le coup. Eh bien, on en parle avec vous dans un instant au 01 40 33 9000. Est-ce qu'il faut être inquiet de ce qu'est en train de faire la Chine? Politique peut-être un petit peu sous-estimée pour le coup, d'avoir tout bloqué et puis d'avoir tout bloqué et de tout débloquer d'un coup. N'est-ce pas forcément la meilleure stratégie? On en reparle. Le LGF avec Amin Sa qui est avec Madame la députée Sabrina Sebaï, Tarek Mam, la belle histoire, direction la Chine. La Chine décide d'assouplir encore un peu plus ses restrictions sanitaires. À partir du 8 janvier, la quarantaine imposée aujourd'hui à tous les voyageurs qui entrent sur le territoire sera supprimée. Situation paradoxale, après 3 ans d'isolement total, la Chine choisit de s'ouvrir au monde alors que les cas de Covid se multiplient dans le pays, que les hôpitaux débordent de patients. Plus de place dans les chambres funéraires. Les corps sont entreposés jusque dans des conteneurs. On allait mourir si on ne rouvrait pas. L'économie, c'est le plus important. La réouverture s'est faite trop rapidement. Beaucoup de gens le pensent. En termes de médicaments, d'équipements, nous n'étions pas prêts. À Shanghai, une file d'attente interminable pour récupérer les actes de décès. Cause officielle de la mort, rhume sévère. Où sont les experts qui ont décrit le Covid comme un rhume? Invitons-les à visiter les crématoriums. Ils comprendront la situation. Sabrina Sebaï, finalement, la politique chinoise en matière de Covid s'avère être un échec. Ce qui se passe, c'est que déjà, il y a eu une contestation très très forte de la population chinoise par rapport aux restrictions qui ont été faites sur le Covid, parce que c'était extrêmement compliqué. Moi, je me rappelle d'une vidéo qui avait circulé dans un magasin où ils avaient eu un cas de Covid et ils ont fermé les portes des magasins pendant 48 heures. Ils ont laissé les gens à l'intérieur parce qu'ils devaient tester tout le monde, etc. Donc, il y a comme une contestation très forte qui est montée de la population. Et puis, oui, à partir du moment où on est plus d'1 milliard, le virus continue de circuler. Et en fait, ils décident limite de rouvrir le pays au plus mauvais moment pour eux, puisque c'est un moment où il y a une explosion des cas de Covid. Ouais. Et c'est très bien dit par le monsieur qui dit oui, mais c'est l'économie avant tout. Bah non, je pense qu'à un moment, c'est pas l'économie avant tout. Si les gens meurent, il n'y a plus d'économie. Absolument. Donc c'est là où ils font une grave erreur. Et d'ailleurs, les États-Unis envisagent de remettre des tests pour les gens qui viennent de Chine. Et l'Italie vient d'annoncer qu'ils remettaient des tests pour les gens qui viennent de Chine. Donc de toute manière, même si eux lèvent les restrictions, vu l'explosion des cas de Covid chez eux, c'est les autres pays qui vont mettre des restrictions pour les gens. Non, mais ça veut dire que pendant 3 ans et demi, ce pays s'est fermé au monde. Hein. On a confiné la population, etc. On réouvre au bout d'un moment, on se dit faut peut-être revenir, quoi. Et là, c'est la catastrophe. Mais quoi. On a eu très peu d'informations de ce qui se passait en Chine quand il y a eu la première vague du Covid. Ça a été très difficile d'avoir des informations. On ne connaît pas réellement le nombre de décès, on ne sait pas comment a été gérée l'épidémie là-bas. Et en vrai, aujourd'hui, on a un peu plus d'informations, même si d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils ne donneraient plus les chiffres du nombre de cas de contaminés. Et je pense que le problème sous-jacent qui va arriver très vite, et d'ailleurs on commence à en parler, c'est la pénurie de médicaments, y compris en France, puisque 80% des matières premières pour fabriquer notamment du paracétamol proviennent de Chine. Donc à partir du moment où la Chine prend la décision aujourd'hui de concentrer tout ce qui est produit pour la Chine en priorité et d'arrêter l'exportation, les pharmacies en France commencent déjà à parler de pénurie, en Europe, déjà en France et en Europe, de parler de pénurie, notamment sur les paracétamol, etc. Donc il y a quand même derrière une question de souveraineté au niveau pharmaceutique dont on parle très peu en réalité. Et surtout, après, chaque pays a eu des stratégies très différentes. Si je prends la Corée du Sud, elle a eu une stratégie qui était
très dure et restrictive aussi, avec un traquage sur les personnes qui étaient positives au Covid, et ils ont très bien réussi, mais après, on ne parle pas du même nombre d'habitants ni de la même superficie à contrôler. Ouais. Amine, quel impact sur l'économie mondiale, cette recrudescence de Covid en Chine aujourd'hui, et cette décision de ce pays de se réouvrir? Moi, loin de moi l'idée de défendre le régime chinois, mais il faut qu'on fasse attention à ne pas être des donneurs de leçons, quand même. Parce que quand je vois la manière dont on réagit à la situation en Chine, ici en France, j'ai l'impression qu'on veut donner des leçons à tout le monde. Sauf qu'un pays de 67 millions d'habitants et un pays de plus d'1 milliard d'habitants, quand on est confronté à une épidémie comme celle-là, la gestion, elle ne peut pas être la même. On est dans des proportions absolument incroyables. Et donc, oui, la Chine a manqué de transparence déjà dans la gestion de sa crise. La Chine n'a pas joué la bonne partition au moment où il fallait justement lâcher quelque part un peu de l'Est, sans doute peut-être dans les périodes printanières, estivales, où les cas de Covid sont plutôt limités. Là, il rouvre au pire des moments, sachant que du fait de ces restrictions extrêmement importantes, la Chine, en tout cas les Chinois, n'ont pas pu se construire d'immunité collective. Et c'est sans doute là que ça pêche vraiment. Et donc, cette recrudescence des cas de Covid, elle est liée à ça. Ensuite, pour ce qui est de l'impact pour le reste du monde, bon, chacun le sait, la Chine, c'est quand même l'usine du monde. Tout le monde le sait très bien. Et donc, c'est là où t'es parti. Tout cet impact sur les médicaments qu'évoquait Sabrina à l'instant, sur notamment tout un tas de produits électroniques, etc., qui viennent à manquer ici en France et partout dans le monde, oui, l'économie de la Chine est impactée, mais au-delà de ça, c'est l'économie de l'ensemble du monde qui est impactée. Tarek Pami, on se souvient qu'évidemment c'était parti de là-bas, donc c'est ce Covid-19, et que ça avait été d'ailleurs un petit peu, comment dirais-je, on avait un petit peu, le terme exact, c'est la ministre de la Santé de l'époque, Madame Agnès Buzyn, qui avait minimisé l'impact et que cela aurait pu avoir en France, en disant vous inquiétez pas, c'est qu'en Chine, tout se passe bien, on maîtrise tout. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on bis repetita. Grosse flambée de Covid en Chine, la Chine qui décide de réouvrir. Est-ce que la France va prendre les mesures? Est-ce que la France va laisser entrer les Chinois sans test, sans rien en France pour que effectivement ce virus puisse à nouveau évidemment circuler ici en France? C'est la question aussi qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Cher Christophe, 3 grosses questions qu'on résume en 3 petites idées. La première, c'est que ça a commencé en Chine. Ouais. Et en Occident, on a dit que c'est la Chine qui fait des expérimentations sur les animaux, qui nous a transmis tout ça. Et dans la foulée, les Occidentaux ont été tout achetés en Chine, y compris les masques, avec des commandes faites, par exemple, par les Français. Les Italiens... les images sur le tarmac, c'était absolument... les Italiens vont sur le tarmac, payent en espèces et récupèrent le bagage. Les Américains, pareil. Deuxième chose, en France, Madame Buzyn, l'actuelle porte-parole qui était ministre de la Santé, nous disait vous inquiétez pas, c'est pas grave, on n'a pas besoin de masques. Et la troisième, donc, c'est tout ce qu'on a subi. Aujourd'hui, en fait, nous découvrons qu'il n'y a pas de stratégie de riposte à court terme ou à long terme, mais que le gouvernement français, comme d'autres gouvernements, réagissent. Et j'allais dire, ils réagissent plus sur l'émotion, sur l'économie immédiate, que dans une vision. Et quand quelqu'un comme le professeur de Marseille ou d'autres disent un mot de travers, ils sont jetés. Ce que je souhaiterais, moi, c'est que la France, le gouvernement français et l'État français réfléchissent d'une manière sérieuse sur les conséquences de cette ouverture. Est-ce qu'aujourd'hui la France est assez vaccinée, est assez protégée pour laisser les autres, je ne dis pas n'importe qui, parce que moi je respecte l'humanité dans sa totalité, mais est-ce que, par exemple, on peut imposer le test aux Chinois qui vont venir en France, parce que peut-être qu'ils vont transporter ces 180 variants. L'Italie a décidé de le faire, en tout cas, voilà, un pays qui prend des décisions. Et peut-être c'est là où la faiblesse de l'Europe, c'est que l'Europe se gargarise d'être une union, de faire plein de choses, mais en réalité chacun fait comme il veut, et que la seule chose où nous payons tous la politique européenne, c'est quand il s'agit d'Ukraine, où on envoie l'argent sans compter,
on envoie les armes sans vérifier chez qui elles partent, on coupe les médias par ce qu'il faut se faire plaisir. Donc nous n'avons pas de politique française, aujourd'hui il faut le dire, et nous n'avons pas de politique européenne, et c'est pas à madame la députée que je veux faire la leçon, mais ça tangue à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être que la solution serait de faire une espèce de congrès, réunion, donc sénateurs et assemblée, pour non pas voter un énième changement de la Constitution, mais pour un grand débat pendant 2 jours, pour que les élus du peuple, avec le président de la République qui est élu, décident d'une stratégie, j'allais dire majoritaire, en dehors des lignes politiques de leur parti, parce qu'il y va quand même de la santé d'un peuple. Sabrina, il faut faire quoi là, clairement, aujourd'hui? En fait, M. Mamie rappelle quelque chose de très important. Il y a quelqu'un qui disait gouverner, c'est prévoir. Oui. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc là, on voit déjà... C'était l'IoT au Maroc. Donc, on voit déjà que rien n'est prévu, et c'était déjà le cas au moment de la première vague du Covid. Vous l'avez rappelé, la ministre de la Santé qui expliquait qu'il n'y avait aucun risque. L'épisode des masques, de la vaccination, enfin, on a eu le droit à tout, vraiment une gestion de la crise totalement chaotique. Calamiteuse. Et... vous dites, oui, il faut réunir les parlementaires et les élus du peuple, oui, mais pour ça, il faudrait se débarrasser des cabinets de conseil, qui aujourd'hui, eux, pour le coup, encaissent l'échec et prennent les décisions pour nous. Donc c'est eux aujourd'hui qui ont travaillé la stratégie de résolution de la crise sanitaire, et on voit bien qu'on est encore dans une impasse aujourd'hui. Je pense que l'Italie a aussi une décision qui est différente, mais parce que au moment de la première vague, il faut se rappeler de ce qu'a vécu l'Italie. Je pense que chaque pays... C'est les Cubains, médecins, qui ont été les aidés et pas les médecins européens. Absolument. Mais ça a été vraiment, pour moi, ça a vraiment été la faille de l'Europe. Ça a été au moment où l'Italie était dans un besoin criant, que ce soit de masques, de matériel respirateur ou autre, et que l'Allemagne à côté, juste à côté, maîtrisait assez bien la crise, et qu'il n'y a pas eu de coopération européenne sur cette question finalement de la gestion de la crise sanitaire, même s'il y a eu une coopération sur les vaccins. Qui est, dont on pourrait rediscuter. Qu'est-ce qu'il faut faire, Sabrina, aujourd'hui, concrètement? Il faut réimposer des tests pour les Chinois à l'entrée de notre territoire? Il faut faire quoi? Ou alors on laisse, comme on a laissé faire, on minimise, et puis on verra bien. Mais en réalité, aujourd'hui, on voit bien que le Covid, que quel que soit le système qu'on ait choisi, c'est-à-dire que soit très restrictif, soit très ouvert, en réalité, c'est un virus qu'on contrôle très peu et dont on connaît... L'Asie, elle a assez bien maîtrisé les choses quand même, hein. Ben oui, mais en fait, elle a assez bien maîtrisé de ce qu'on en a vu de l'extérieur. L'Asie a assez bien maîtrisé. Bah oui. Maintenant, est-ce que la France, qui pour le coup, il y a quand même une assez grande partie de la population qui a été vaccinée, il y a une immunité collective qui s'est installée. Je rappelle quand même que cet hiver, ce dont on souffre énormément, il y a une part de Covid, mais il y a aussi une grippe qui est très virulente, et la bronchiolite qui a été extrêmement virulente. Puis un système de santé, on va en parler dans un instant. Et un système de santé qui est à plat. Donc pour moi aujourd'hui, en réalité, si on devait reposer les choses, parce qu'il y a une stratégie court terme et moyen long terme. Donc c'est effectivement prendre des mesures, et puis ça a été dit. Par exemple, si tu prends la question, le virus circule. Ouais. On prend la question des transports en commun. Ouais. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'aux heures de pointe, il n'y ait pas plus de cadence de transports en commun pour permettre d'avoir moins de monde dans les transports collectifs pour éviter la circulation du virus? Est-ce que remettre en place, imposer le télétravail plusieurs jours par semaine pour limiter la circulation des gens, est-ce que ce n'est pas une solution? Il y a des solutions aujourd'hui. La question du port du masque, les Français sont responsables, ils l'ont montré pendant la crise. Il suffit de donner quelques consignes qui sont de bon sens pour que les gens se remettent à avoir des gestes barrières qui soient efficaces. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'il faut rappeler aux personnes qui sont les plus fragiles de se vacciner, en tout cas de faire les rappels pour ceux qui ne les ont pas encore faits. Et puis, pour le reste, il y a un système de santé à reconstruire complètement, qui est complètement à plat aujourd'hui. Et je pense qu'il ne survivrait pas à une deuxième forme de grande vague comme celle qu'on a pu connaître au moment de la première vague. C'est vrai que tu parles d'un truc très intéressant, la vaccination par exemple. On imagine que peut-être sera l'occasion, avec cette recrudescence de Covid en Chine et peut-être une recrudescence de Covid un petit peu partout dans le monde, hein, parce que évidemment les gens circulent, ça se croise, effectivement. On sait comment ça s'est passé la première fois, on sait comment ça peut éventuellement recommencer avec des variants somme toute beaucoup moins graves, et tant mieux, mais très contagieux. Est-ce que c'est pas l'occasion pour le coup, pour les gouvernements, pour les lobbies, de réimposer cette fameuse quatrième dose? Et j'ai l'impression que cette quatrième dose,
ils vont avoir beaucoup de mal à l'imposer aux Français. En tout cas, aux Français des moins de 60 ans. Franchement, Amine, par exemple, à titre personnel, 4e dose, t'y vas, toi? Non, moi j'y vais voilà. pas parce que je me suis arrêté déjà. Je me suis arrêté à la 3e. Oui, bah oui, moi aussi. Voilà, je vois pas l'intérêt d'aller plus loin. Alors, si on m'explique que c'est le cas et que c'est argumenté, peut-être que j'irai plus loin. Mais surtout, quand on entend un certain nombre de dysfonctionnements dans cette histoire de vaccination, voilà, on commence par devenir aussi un peu suspicieux, et donc c'est aussi ça qui crée finalement le désordre que l'on observe, notamment dans cette fin d'année, avec il y a la question des transports évidemment qui pourrait se poser, mais il y a aussi tout ce manque d'information autour de la vaccination qui met un peu en difficulté la gestion de cette crise. Alors ça me laisse avoir une idée que je peux transmettre comme ça en direct à Sabrina Sebaï. On a quelqu'un dans l'équipe qui s'appelle Maître Maghrebi qui a travaillé beaucoup sur les effets des vaccins. Elle est docteure, je le rappelle, en droit de la santé, donc avocate. Et ce serait intéressant, Sabrina, de faire quelque chose, de travailler autour des effets sur les vaccins qui ont été très mis de côté. On en a très peu parlé et il y a eu quand même des vraies problématiques autour des gens vaccinés qui ont eu des conséquences dramatiques par la suite. Et il faut le savoir, il y a des gens qui ont été malades, qui ont attrapé des maladies rares. Et il y a une explosion peut-être à venir de maladies auto-immunes. Et il va falloir s'y pencher, Sabrina. Ça peut être un sujet intéressant sur lequel tu pourrais travailler, par exemple, avec Maître Maghrebi. Je te pose ça là. Hein. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, il faut continuer à se battre pour obtenir la levée des brevets. Oui, absolument. Oui, tu as raison. Depuis le début. C'était même une promesse. C'était une promesse. Oui. Donc je pense qu'il faut vraiment accélérer là-dessus. Et puis il y a d'autres laboratoires. Je sais que Sanofi travaillait sur un vaccin plus traditionnel à ADN. Donc c'est pareil, en réalité, la science va continuer à avancer là-dessus. Il faut tout traiter. Les effets secondaires, la levée des brevets, les nouveaux vaccins, les variants, tu l'as dit, il y a plusieurs variants qui vont arriver et en fait, c'est normal, les virus, ils mutent. Donc voilà, après, nous, pour certains, on est des politiques, d'autres, on est des élus. Moi, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux médecins. De professionnels et de vrais professionnels pour essayer de travailler vraiment sur le sujet. C'est pour ça que je disais, il faut faire confiance aussi aux médecins, à la science, aux scientifiques aussi là-dessus. Lesquels médecins qui sont payés pour vendre des vaccins? Non, mais... On en connaît sur les plateaux de télé, ils viennent, ils touchent des commissions par des laboratoires pour inciter les gens à se faire vacciner. Non, mais je parle des médecins qui travaillent au quotidien, notamment dans les hôpitaux publics et qui aujourd'hui, pour le coup, c'est pour ça que quand j'ai parlé de vaccination, j'ai parlé des personnes fragiles, donc les plus à risque, pour qui je pense que c'est quand même très important qu'ils se vaccinent pour éviter les formes graves du Covid. Après, ce qui est certain, c'est que comme pour tout, il y a un calcul bénéfice-risque. Oui. Si on est en bonne santé, si on n'a pas de facteur de comorbidité, voilà, toutes ces questions, elles se posent. Moi, je vais dire, j'ai fait 2 vaccins, j'ai eu 2 fois le Covid, peut-être même 3 fois. Donc, je pense que là, je suis à 5 doses, ça va. Mais voilà, il y a des gens pour qui je pense que c'est très... En fait, chaque personne va vivre la maladie de manière très différente. Et d'ailleurs, d'un pays à l'autre, le Covid ne fait pas les mêmes ravages. Je rappelle, vraiment, l'Italie, l'Allemagne, ces 2 pays frontaliers, la première vague n'a pas du tout été la même. Donc il y a aussi des facteurs génétiques, il y a plein de choses, on va continuer à découvrir au fur et à mesure. Puis l'âge de la population, il y a plein de facteurs. Quand on aura un peu de recul, mais là maintenant c'est compliqué parce qu'on est dans la pleine gestion de crise, de pandémie, mais je suis sûre que dans quelques années, on apprendra de toutes les erreurs. Et on avancera aussi au niveau scientifique là-dessus. Il faudra notamment, au-delà de la levée du secret sur les brevets, il faut aussi qu'il y ait une transparence sur les profits qui ont été engendrés et surtout qui ont été engrangés par les labos pharmaceutiques. Là-dessus, on a très très peu d'éléments et c'est sans doute ce qui aussi participe à créer un peu de... Pour Pfizer, on avait eu quelques chiffres quand même. Voilà, mais c'est hallucinant. L'opinion ne les a pas, madame la députée. Non, mais on avait eu des chiffres sur le fait qu'ils étaient cotés en bourse, etc. Donc, bien sûr. Ils l'oseille sur notre dos, je vous le dis. Non, et puis c'est le cas depuis 40 ans. Ils sont sans doute les premiers responsables de l'état de notre système de santé en France. Et justement, après, système de santé en France. On découvre la question des boîtes pharmaceutiques, mais ça fait très longtemps.